Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch, votre dose hebdomadaire de WNBA. Aujourd'hui, je suis avec Gis. On va parler de tout ce qui s'est passé un peu dans la semaine en WNBA, ce qui s'est passé la nuit dernière aussi sur le terrain et en dehors du terrain. Gis, déjà, comment ça va? Parce que je sais que tu as fait une petite nuit, mais que tu as quand même trouvé le moyen de regarder les matchs en sortie de concert. Voilà, le seul homme capable d'enchaîner des concerts et des matchs de basket dans la foulée. Comment ça va, Gis? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah ouais, nickel. Nickel, on se rapproche. Je regardais le classement et du coup le nombre de matchs et on commence à entrer vraiment dans le sprint final avec entre 10 et 12 matchs à jouer pour les équipes. Et Hmm. voilà, ça se rapproche. On a hâte que les playoffs démarrent après une saison régulière quand même plutôt sympathique et qui va encore dévoiler, qui a encore quelques intrigues à dévoiler d'ici là. Je te propose qu'on fasse un petit point sur le classement pour éclairer un peu les gens sur la situation au moment où on parle. Ça n'a pas beaucoup changé en tête, hein. On a trois équipes qui sont qualifiées déjà pour les playoffs. Il y en a deux qui se sont qualifiées ces derniers jours. Donc New York toujours en tête, le New York Liberty avec 25 victoires, 5 défaites j'allais dire qui caracole. Bon, 3 victoires d'avance et un tiebreaker par rapport à Connecticut, si je dis pas de bêtises. Hmm. New York déjà qualifié et qui devrait, sauf accident, finir en tête du classement. Derrière Connecticut qui est plutôt bien, qui reste sur 3 victoires de suite et qui a 22 victoires, 7 défaites. Connecticut qualifié pour les playoffs. Les Lynx aussi, troisième, sont qualifiés pour les playoffs. C'est l'équipe du moment, l'équipe la plus en forme. On en parlera un peu après. Les Lynx qui ont 22 victoires, 8 défaites et qui sont sur 6 victoires de suite et 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Donc impressionnant de cette équipe. Quatrième, Seattle avec 18 victoires, 10 défaites qui a voilà, il y a un petit creux, on en avait déjà Ouais. parlé, mais Seattle quatrième avec 3 victoires de moins que Minnesota, 18 victoires, 10 défaites. Derrière, toujours cette inquiétante équipe de Las Vegas pour l'instant, parce que elle reste sur 2 défaites de suite, elles sont toujours cinquième, et le trio de tête semble presque inaccessible maintenant pour Vegas. Il y a 4 à 5 victoires de retard sur le trio de tête. Donc Vegas cinquième, Phoenix sixième avec 16 victoires, 14 défaites. Le Fever 7e, 13 victoires, 16 défaites. Et Chicago, 11 victoires, 17 défaites, qui est 8e, mais qui commence à sentir le souffle d'Atlanta derrière. Atlanta, là aussi, une équipe dont on va parler très très rapidement. Atlanta qui est revenu à seulement une victoire de Chicago au 9e rang et qui a bon espoir de pouvoir renverser tout ça. Et toujours notre bon trio de traînards, mais qui sont plutôt contents d'être là. Washington, Dallas et les Sparks. Les Sparks qui sont passés dernière cette semaine. C'est un peu comment t'avais appelé ça? La Page Bakers Cup entre ces trois Ouais, c'est équipes-là, c'est ça. ça? Non, mais c'est parce qu'il y avait un match, Washington-Los Angeles. C'est ça. Et plutôt que de l'appeler le Berdico, tu vois, je trouvais que le Page Bakers Cup, en plus, elle était au match Ah bah, tu vois, c'était. pour aller voir Alia Edwards, je suppose, Ouais. qui était à Washington. Donc, bon, c'était un petit trait humoristique, quoi. C'était tout indiqué. Voilà. C'est Mais c'est le. pas tout à fait faux, hein. Bah oui, c'est un peu ça. Maintenant, les équipes vont espérer finir le plus bas possible. Ces trois-là, hein, depuis un petit bout de temps. Je te propose de revenir sur Atlanta. On parlait d'Atlanta, qui est l'équipe qui talonne Chicago, qui espère passer à la 8e place. Alors, il y a la performance collective. Atlanta joue beaucoup mieux. On en avait déjà parlé la dernière fois. Et cette semaine, il y a eu une performance individuelle. Alors, pas spécifiquement sur ce match. C'était lors de la victoire contre Phoenix, 72-63. Mais Tina Charles est entrée un peu plus dans la légende de la WNBA. T'avais écrit un petit article dessus aussi un peu plus tôt dans la Mhm. semaine. Tina Charles qui est devenue la deuxième meilleure marqueuse de tous les temps en dépassant Tina Thompson. Elle est maintenant à 7491 points. Voilà, ça fait plaisir de revoir Tina cette année. On savait plus. C'est comme d'hab, parfois elle disparaît un peu et puis finalement son retour est conforme aux attentes et elle est vraiment en train de faire encore quelque chose de grand. Ouais, bah, ça montre un peu plus son statut de légende de la ligue. C'est la seule joueuse aussi WNBA à être dans 3 top 3 all-time au point, en rebond et au panier marqué. Et quand on avait regardé, on en avait discuté un petit peu avec Flo jeudi Mm. chez Suzanne. En termes de volume de points, de panier rentré, elle est autant que Diana Taurasi. La seule différence, c'est que forcément Diana met plus de 3 points, donc elle score plus Mm. forcément. Mais en termes de volume de panier rentré, elle en est autant. Donc non, de toute façon c'est une légende. Moi j'ai beaucoup aimé ce retour. Je trouve qu'elle fait en plus une très bonne saison. Elle mange pas trop la balle Mm. à Atlanta et elle encadre parfaitement cette équipe qui est plutôt jeune. Ouais. Non, c'est bien. Et puis, c'est pas fini. Elle n'a que 35 ans. Alors, ça paraît un petit peu avancé. Mais quand on la voit jouer, on la voit pas en défaillance du tout physique.
tant qu'il n'y a pas de grosses blessures ou autre. En plus, c'est un poste intérieur, donc on va jamais lui demander trop de. Enfin, ça va pas être forcément sur la vitesse, sur les choses comme ça. Donc, on peut imaginer encore l'avoir encore peut-être 2 ou 3 ans. Et alors, elle atteindra sans doute pas la barre des 10 000 points. C'est ce que j'allais te dire. Mais elle peut monter à 8-9 000. Enfin, 8 000, je pense que c'est plus qu'acceptable. Peut-être 9 000 même. Et bon, va falloir la déloger quand même. Hein. C'est ça. Même avec les matchs, même avec les saisons de 40 matchs, hein, quand même. Ouais, parce que là, elle a 3000 points de retard sur Thoracic, qui a 10 497 points. Bon, ça, c'est Mais bon, il y a pas simple 6 à ans, aller chercher. il y a 6 ans d'écart quand même entre les deux joueuses, Il y tu a vois. 6 ans Donc, d'écart, quelques saisons aussi. Il y a eu des saisons où Tina, elle non plus, était pas là. Récemment, notamment, quand elle était en Chine, on savait pas si elle reviendrait. elle est presque sur le même volume de points. Elle est un tout petit peu Ouais. en dessous en carrière, mais elle est presque sur le même volume de points, quoi. Et C'est juste les années qui manquent, quoi. c'est probablement avec. Dans les joueuses récentes, hein, j'entends, mais avec Angel McCoughtry, c'est peut-être la meilleure joueuse qui a jamais gagné le titre, tout simplement. Je pense, hein, on n'a Ouais. pas. C'est pas, c'est pas forcément le débat là, mais elle est quand même là-dessus. Donc, en choisissant Atlanta, je suis pas sûr que ce soit avec Atlanta qu'elle remporte le titre. En tout cas, pas cette saison, mais. Bon, on est déjà content de la voir là. Là, elle fait son match 12 points, 17 rebonds contre Phoenix lors de la victoire. Et c'est aussi devenu, au passage, la première joueuse en carrière à totaliser plus de 7500 points et 3500 rebonds. C'est quand même, ça aussi, c'est assez vertigineux. Donc, bravo à Tina Charles, dont on espère voir encore. Écoute, si elle veut jouer jusqu'à 42 aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense qu'elle arrivera toujours à apporter quelque chose. On va voir si elle va s'accrocher pour essayer de remporter une bague à un moment. On était un peu dans cette démarche-là. À un moment, on était moins fan. Elle changeait un peu Je trouve d'équipe que comme c'est ça. mieux comme ça, là. Moi Je trouve aussi, que c'est mieux. je préfère. Elle a pas, encore une fois, elle n'a pas besoin de gagner une bague pour être une légende. Comme tu l'as dit, Angel McCoughtry n'en a pas gagné. Je pense que maintenant on peut considérer que sa carrière est Oui. presque terminée. Mm. Mais ça n'empêche pas d'être d'être une légende de la ligue. Bien sûr. Ça a même, je trouve, même un côté valorisant, même par rapport suivant l'angle sur lequel Bien sûr. on tourne cette histoire, quoi. Donc, Ça n'empêche pas des joueurs et des joueuses d'être mythiques. Je prends l'exemple de la NBA. Alors oui, Shaquille O'Neal va toujours se moquer de Charles Barkley parce qu'il n'a pas de bague. ouais, mais bon. Les gens vont... Enfin, ça rend pas les joueurs et les joueuses moins mythiques. Pour certaines personnes, le Jazz avec Stockton et Malone, d'autres grands joueurs n'ont pas eu de bague. Ça n'empêche pas qu'ils ont quand même marqué leur passage de leur empreinte. Au contraire, même quand ils en gagnent pas, on en parle des fois plus que Ouais, quand c'est ils en vrai. gagnent. Donc au final, ça participe aussi. Et si on en parle, c'est que justement, c'est pas des joueurs ou des joueuses banales, quoi. C'est clair. Dans les autres équipes qui se sont qualifiées pour les playoffs, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a le Connecticut Sun qui disputait un match la nuit dernière contre New York. Alors généralement, ça se passe pas très bien pour le Sun contre New York. C'est presque historique. Enfin, dans un passé récent, c'est compliqué depuis la formation du Liberty de cette manière. Le Sun a gagné enfin. Le Sun a gagné après 3 défaites cette saison contre New York, 72-64. Qu'est-ce que tu as retenu du match, Gis? Parce que c'était quand même important, parce que ça a validé leur qualif en playoff. Et enfin, elles ont l'air d'avoir trouvé une forme de solution. C'est l'histoire d'un match, hein, mais une forme de solution contre New York. Bah déjà, c'est important pour la confiance de montrer qu'on peut au moins accrocher cette équipe et la battre. Donc là, les circonstances du match, ils étaient quand même en faveur du Sun. C'est un match qui n'a pas beaucoup marqué. Hein. Le score, c'est 72-64. Donc sur des petits scorings, ça avantage quand même naturellement le Sun, toujours. Parce que on sait que c'est pas l'équipe avec la plus de force de frappe offensive, même si il y a quand même du mieux depuis un petit moment, depuis le trade de Marina Maboui. Après, c'est un match où Sabrina Ionescu revenait aussi d'une absence. Ouais, elle a manqué les 2 derniers matchs, ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a toujours pas... où elle a d'ailleurs été un peu en galère de tir, mais elle a aussi été bien défendue. Parce que le Sun, et notamment Veronica Burton, lui a mis beaucoup de pression. Donc c'est un match où New York n'a pas mis dedans. Elles ont shooté, je ne sais plus, à 21% à 3 points, je crois, en prenant en plus un énorme volume. Donc elles ont perdu aussi énormément de ballons, mais faut mettre ça aussi à la défense, enfin au crédit de la défense du Sun. Hein. Donc c'était intéressant. Et puis on a vu quand même, moi personnellement, j'ai adoré encore une fois tout ce qu'a pu apporter Marina Maboui, du scoring, mais aussi de la création. Et ce que je te disais tout à l'heure en off, on voit des choses en fait qu'on ne voyait pas historiquement au Sun. Pour vous donner une idée, Alyssa Thomas, hier, a joué que 29 minutes dans un match. Ça, je ne sais pas si depuis 5 ans, on l'a vu faire un match avec aussi peu de temps de jeu. Je parle
hors blessure ou Mais, problème de faute, mais, hein, même, évidemment. non, Hein, mais même avec les blessures, même avec blessure, elle se ouais, ouais. déboîte l'épaule, elle revient après, elle joue ses 35 minutes, tu vois, c'est ça Et le. donc c'est intéressant parce que on voit des options. Alors là, c'est encore un peu étrange, enfin étrange. On voit que Stephanie White essaye encore Hmm. des line-up différents, ça change à tous les matchs. Des fois, même moi devant le match, des fois j'ai du mal à comprendre pourquoi elle sort un tel. Mais on voit qu'elle travaille. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on trouve des associations. Par exemple, hier, le 5, le meilleur 5 contre le Liberty, c'est Veronica Burton, Marina Mabrey, Dewana Bonner, Dijonay Carrington et Olivia Nelson-Ododa. Ouais, C'est-à-dire que le meilleur 5, le 5 qui a fait l'écart contre New York et qui a été le meilleur avec le meilleur plus-minus, il n'y a pas Alyssa Thomas ni Breonna Jones sur le terrain. c'est Et intéressant. ça, c'est quelque chose qui n'était juste impossible depuis 2018, quoi, depuis que le Sun ait vraiment fait ses pushs C'est en ça, c'est playoff, quoi. toujours une équipe qui a eu, enfin, au niveau de la profondeur, qui était parfois embêtée, parce que son 5 était tellement fort et les joueuses majeures étaient tellement fortes que c'était à la fois une force, parce qu'elles savaient sur quoi s'appuyer, et à la fois c'était une limite aussi, parce que sur les matchs décisifs, elles étaient un peu battues parfois juste au talent pur, parce que d'autres joueurs d'autres équipes avaient plus de profondeur. Et là, t'as raison, il y a des tests qui sont faits un peu plus tôt dans la semaine. Dewana Bonheur, ou c'était ça, c'était cette semaine ou le match d'avant, Ouais, peu ouais, importe. ouais, Elle, c'était contre le voilà, Sky, ouais. elle est sortie Elle a commencé sur le voilà, banc. elle est sortie du banc. Là, tu l'as dit, Alyssa Thomas a joué un peu moins. Il y a plein de choses, il y a des essais, et ce qui est bien, c'est de pouvoir faire ces essais-là de manière en même temps qu'il y a une saison productive, parce qu'elle gagne des matchs, elles sont deuxième. Et en même temps, Stephanie White cherche des formules. Je trouve ça super intéressant parce que c'est pas au détriment des résultats. Donc ça, c'est cool. Et elle cherche la manière d'intégrer Marina Mabrey de la meilleure manière. Et Marina, elle fait aussi elle fait de belles choses, parce qu'il y a l'apport offensif où elle met encore 15 points là en sortie de banc. Elle aide à faire l'écart. Et en même temps, toujours, je l'ai dit aussi un peu plus tôt dans la saison, je trouve que défensivement, elle est intéressante en fait. Parce que, enfin, en tout cas, elle est pas du tout pénalisante. Elle est bien adaptée parce qu'autour d'elle, c'est une équipe défensivement forte. Il y a des joueuses fortes autour. Il n'y a pas besoin de la cacher. Elle est bien dans l'effort. En tout cas, elle arrive à se mettre à peu près au niveau des autres, et ça change la donne, parce que c'est une joueuse que tu peux théoriquement faire jouer plus et qui peut faire des différences, je trouve. Depuis qu'elle est arrivée au Sun, tu vois, je regardais, elle est à 15 points, Mm. 4 rebonds, 3 passes, une interception, et c'est surtout les pourcentages qui sont intéressants. Elle est à 46% au tir et 42% à 3 points, Ah, c'est fort. sur un volume de plus de 6, hein, par match. Mm. Donc en plus, elle en prend, et c'est vraiment ce qui. L'adresse à 3 points, c'est vraiment ce qui pénalisait le Sun depuis les autres années. D'ailleurs, je crois qu'hier, c'est presque la seule à mettre des 3 points dans le match. Oui, c'est la seule, voilà. Oui, parce qu'elles ont shooté qu'à 2 sur 13 en plus à 3 points, donc c'est rassurant. Elles en ont pas pris beaucoup, hein. 13 tirs, c'est pas beaucoup. Ouais. Mais par contre, elle est à 2 sur 5, elle est à 40%. Bon, après, toutes les autres, effectivement, n'ont pas mis dedans. Mais non, elle amène des choses. Et ce qui est intéressant, au-delà des points aussi, c'est la création. Je trouve que, par exemple, quand tu peux te passer de la création d'Alyssa Thomas, en fait, quand elle est sur le terrain, parce qu'elle va créer du jeu. Et j'ai même tendance à dire que par moment c'est mieux, Mhm. parce que Marina a besoin d'espace en fait pour créer, pour jouer des pick and roll, pour driver aussi, pour prendre des tirs. Et quand il y a Alyssa Thomas et Breonna Jones sur le terrain, ça verrouille un peu la raquette, parce qu'elles sont toujours un peu dans les endroits de jeu où Marina peut driver, peut créer du jeu. Et moi, je la trouve très intéressante avec Olivia Nelson-Ododa, parce que c'est une bonne chose de pick and roll. Plus Olivia, c'est une joueuse qui sort de UConn, c'est une chose quand même relativement académique. Et hier, elles se trouvent parfaitement, Mhm. et elles ont fait beaucoup de mal, notamment à la deuxième unité de New York. Et Nira Sabali a été en grande difficulté face à Olivia, parce qu'elle a de la taille aussi. Et c'est aussi parce que justement Marina est dans les bons timings, fait les bonnes passes, etc. Donc on l'avait évoqué, hein, pour moi c'était un bon move. Est-ce que ça suffit pour envisager que le Sun puisse battre New York, par exemple, sur une finale, sur une série? Je pense pas. Je pense que New York a toujours de la marge. Mais en tout cas, à mon avis, il y a des armes pour essayer de les embêter plus qu'avant. Ouais, Et déjà pour éviter New York avant la finale. Ce qui est, à mon avis, la bonne idée pour cette équipe, quoi. c'est clair, c'est clair. Mm. Mais ouais, je suis, j'avais démarré la saison en étant, comme souvent, un peu inquiet que ce soit la fin d'un cycle à la Connecticut, tu vois. Et au final, à chaque fois, ça travaille Mais tellement bien que. c'est peut-être la dernière année de Mm. fenêtre, hein. Ouais.
on verra après. L'année prochaine, il y a beaucoup de joueuses qui sont free agent, presque tout le monde, sauf Marina, je crois. Donc, du coup, on verra ce qu'elles font. Tu vois, on verra ce que veut faire Devona Bonheur aussi à l'âge qu'elle a. C'est peut-être la dernière année, mais bon, à partir du moment où, de toute façon, tu as encore ces joueuses-là et qu'elles sont aptes, tu es forcément compétitif et on le voit, quoi. Elles font franchement, en 22-7, 76% de victoire, quoi. Si on prend dans les saisons all-time, à mon avis, elles sont top 10 des saisons all-time en termes de victoire. Donc, c'est très probable. Et ça me fait penser que Dewana Bonheur va peut-être devenir, on parlait des meilleures scoreuses de Tina Charles tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner, mais Dewana Bonheur qui est 5e meilleure marqueuse all-time pour l'instant, avec 7337 points, et Leka, une quarantaine de points, 43 points de Tamika Catchings. Donc Dewana va probablement encore grimper. Je pense qu'elle va continuer encore parce que je la trouve... je l'imagine pas prendre sa retraite, même pas la fin d'année prochaine. Et puis je dis ça pour me rassurer parce qu'elle est née la même année que moi. Donc... non, ce qui est sûr, c'est que physiquement, elle n'est pas handicapée. Non, c'est clair. Tu vois, on la voit pas. Bon, on la voit pas à la rue, sur les déplacements, tu vois, comme des fois ça arrive parce que l'âge avançant. Donc ça, c'est vrai que si elle veut continuer, après c'est plus, tu vois, son envie. On sait qu'elle est maman. Enfin bon, tu vois, il y a plein de choses aussi, voilà, qui peut rentrer en ligne de compte. Mais bon, on verra. Peut-être que l'idée aussi, c'est de terminer ensemble avec Alyssa Thomas. Comme elles sont en couple, peut-être qu'elles voudront terminer la même année aussi, on verra. Et vu qu'Alyssa est capable de jouer jusqu'à 46 ans, on sait jamais, tu vois. je ne rierai pas là-dessus. Ouais. Bon, après ça, faudra voir quand même. Non, je sais. Parce que physiquement, c'est quand même un jeu. Elle a un jeu quand même très particulier. Et contrairement à plein d'autres joueuses, par rapport à ses épaules, etc., elle ne pourra pas se réinventer, quoi. Non, c'est ça. Donc là, on verra, quoi. Mais en tout cas, pour le moment, ça va encore. On verra, effectivement, comme tu dis. Dans la semaine, on a aussi appris une signature intéressante, un retour en WNBA. Gabby Williams à Seattle. C'est une bonne nouvelle, on est content pour elle. C'est a priori ce qu'elle voulait, c'était le plan depuis le départ, après les JO, de retourner en WNBA. Et puis visiblement, elle savait que ce serait à Seattle. C'était la dernière équipe où elle avait joué avant de faire ce break obligatoire presque pour jouer avec l'équipe de France. Je me suis posé la question parce que là on la voit avec l'équipe de France, elle a un rôle, elle est essentielle, elle est première option partout, et là elle retrouve un rôle qui a été le sien sur ses autres années en WNBA, plus une role player qui apporte de l'énergie. Il y a des joueuses qui ont besoin du ballon, qui ont besoin de leur tir aussi là. Toi, comment tu vois l'apport de Gabi et comment tu vois son rôle à Seattle là? Alors, on en a parlé pareil aussi un peu jeudi, donc si vous voulez éventuellement nous réécouter avec plus de détails que ce qu'on va évoquer là, mais je pense que sur le marché, pour renforcer l'équipe, c'est la meilleure joueuse qui était disponible. Donc le Sun a raison et ça va apporter de la défense dans une équipe qui défend déjà très très bien. Là, ça va être compliqué. Et puis c'était le poste qu'elle manquait. Jordan Hurston fait encore une super saison. D'ailleurs, Gabi a déclaré en conférence de presse que elle lui ressemblait un peu, elle lui rappelait un peu ses débuts, ses premières années en fait, un peu dans le même style, tu sais, un peu principalement orienté défense et puis voir après son évolution. Sinon, elles ont Victoria Vivian, ce qui fait franchement pas une bonne saison. Enfin, devrait. Je sais, voilà, je suis assez dur, mais c'est assez horrible. Je comprends pas pourquoi elle joue. Donc là, à mon avis, elle va jouer beaucoup moins. Moi, après, je suis un petit peu plus sceptique sur le fit. C'est pas Gabi en tant que telle, je suis super content de la voir et je pense qu'elle va apporter de la défense. Je pense que ce qu'il aurait fallu vraiment pour cette équipe, c'est une shooteuse fiable, parce que c'est la pire équipe de la ligue à 3 points. Les meilleures shooteuses, on en parlait jeudi avec Flo, c'est Neka Ogumike et Izzy McBegor, les meilleures shooteuses de l'équipe à 3 points, ce qui en dit long quand même, tu vois. Skylar, elle envoie des saucissons, Joy Lloyd, elle est vraiment en galère de tir. Donc, je pense que ça aurait été plus utile d'avoir une shooteuse fiable. On sait que Gabi peut en mettre, mais c'est pas son jeu principal. Et c'est surtout, moi je trouve qu'elle a progressé au tir, mais surtout quand c'est du tir avec la balle en main. C'est pas trop une shooteuse, tu vois, off-ball que tu vas mettre dans un corner, quoi. Donc, et c'est plutôt ce qu'il leur faudrait. Alors bon, on va voir. Ça va peut-être aussi permettre de redéfinir certains rôles. Peut-être que Joy Lloyd et Skylar porteront moins la balle aussi, et que Gabi le fera plus. Et c'est peut-être Joy Lloyd qui sera plus dans un rôle de shooteuse off-ball, comme elle faisait plus avec Stewie et Sue Bird à l'époque. Donc on va voir comment ça va se rééquilibrer. L'avantage, c'est que Gabi, elle connaît la franchise. Elle était là en 2022, en 2023. Elle connaît Noelle Quinn. D'ailleurs, Noelle Quinn l'a déclaré aussi que c'était une joueuse qu'elle connaît parfaitement, qu'elle sait comment intégrer.
Donc bon, c'est top. Et puis moi, je suis super content de la voir. Elle va en plus profiter de tout l'élan qui s'est passé aux États-Unis. Tu vois, tout le monde l'a réclamé, tout le monde C'est a ça, été hein. impressionné par sa compétition. Elle est attendue, hein. C'est-à-dire que c'est une joueuse qui a toujours été bien aimée dans le paysage Ouais, elle WNBA sort parce du que con, voilà, elle sort du voilà. cône, tout le monde aime bien Mm, son style mm. athlétique, pleine d'énergie. C'est une fille top. Enfin, les gens là, elle est vraiment attendue comme voilà, et les gens se demandaient si c'était pas. Alors, ce sera pas le cas au Storm, je pense, mais voilà, si elle avait pas, si elle pouvait pas faire ce changement de statut, devenir une joueuse un peu plus importante. Après, je sais pas. Là, enfin, je me pose la question comme ça et je te la pose, mais si tu avais pu choisir une franchise parfaite là à l'instant T pour Gabi, indépendamment du salaire et tout ça, parce que là, elle signe que jusqu'à la fin de la saison, hein, donc pas pour un montant incroyable. Si tu avais dû la placer là dans une équipe qui aurait eu vraiment besoin d'elle et qui fit bien avec son jeu, t'aurais choisi quoi? Une franchise qu'on va parler après, Minnesota. Ah bah ouais. Ouais. Tu la mets à Minnesota, ça aurait été parfait parce que là aujourd'hui, la poste 3, c'est Bridget Carleton qui est titulaire. Mm. Je pense que quand tu mets Gabby Williams, c'est beaucoup mieux. Bien sûr. Et en fait, Minnesota n'a pas forcément besoin de beaucoup de spacing parce qu'ils ont Kayla McBride. Après, ça n'empêche pas de garder Bridget Carleton, tu vois, en rotation. Mais je pense que je la mettrais parce que c'est une équipe déjà qui défend super bien. Ouais. Et à mon avis, dans le jeu des Lynx, pour se projeter vers l'avant, etc., ça aurait été top. Bon, après, on sait qu'il y a eu plein de contacts, hein, on sait qu'il y a eu des contacts avec New York aussi, notamment. Bon, moi, je n'y ai jamais trop cru à New York parce que ça l'aurait mis dans un rôle de remplaçante, très clairement. Et bon, je pense que Gabi, elle avait envie d'être aussi titulaire, tu vois. Elle avait déclaré que l'année prochaine, elle aimerait bien être corps, tu vois, Mhm. donc avoir un contrat valorisé. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être mettre une petite pièce peut-être sur les Valkyries, il faudra regarder. Ah Parce ouais. que elle sera free agent et les Valkyries auront de l'argent à donner. Et on verra, mais Satou Sabali et Gabi Williams, mettez une On pièce sur les note. Valkyries l'année prochaine. On note. On le Euh, on, ressortira. on verra, tu vois. Mm. Mais donc, non, mais je pense que c'est. Mais le Storm, ça correspond bien parce que c'est un contender. Donc, elle va en plus jouer quelque chose. Ouais. Bon, après, ça va peut-être par contre un peu pénaliser le Fener. Je sais pas trop comment prendre le Fener l'affaire Ouais. parce que si Seattle va loin, bah, c'est jusqu'à fin octobre la saison presque, hein. Ouais, du coup, elle va manquer. Elle manquerait quoi? Combien de temps elle manquerait avec le Fener? Parce que bon, après, le Fener peut se passer de Bah, Gabi Williams pendant un temps, mais pas loin d'un mois et demi, quoi. ah ouais, quand même. Bah Bon, oui, parce que ça va reprendre, je pense, début. Enfin, je sais pas, j'ai pas le calendrier, mais ça doit reprendre autour du 10 septembre, peut-être, 10-15 septembre. après, bon, le Fener, Donc bon, l'objectif, on c'est verra, mais. parce qu'en championnat, ils ont pas tellement besoin de Gabi Williams. En, Non, non, non. en Euroleague, ça peut être pratique d'avoir une ancienne MVP d'Euroleague, c'est plutôt, ça peut être plutôt une bonne idée. Et dans ce cas-là, je pense Mais que bon, ouais, ils ont du monde, hein, quand même, oui, hein, ça va. tu vois, ça va. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand même quelque chose qui est pas neutre. Bon, Bien sûr. pour la limite, c'est le côté turc, hein. Nous, ça ne regarde pas d'un Ça point de ne- vue. Je veux dire, nous, on est super content de l'avoir. Ouais. Au contraire, même moi, je suis satisfait. Et puis, plus ça met un petit, voilà, ça a fini de mettre un statement, je trouve, Mm. par rapport à la Fédé française, etc. D'être sûr que dès l'année prochaine, bah, Gabi et Marine, je pense, seront en WNBA. Donc, il va falloir voir ce que. Tu vois, le sujet est clair là maintenant. Il n'y aura plus à Ouais. dire ah oui, mais on ne sait pas si elles y vont, on ne savait pas, etc. Donc là, voilà, maintenant, ça sera les prises de décision. J'espère que les positions vont évoluer un peu, parce que histoire que ça aille pas au clash, c'est quand même. Bon, il y a un euro l'année Oui, puis qu'on les prochaine. ait. Puis qu'on les ait. Bah, c'est ça. C'est ça la question. Bon, Donc, bon, on verra, bref. il sera temps d'en parler le moment venu. Euh, Dernier sujet, tu en parlais, les Minnesota Lynx. Il y a un double sujet, vous allez voir, parce qu'il y a leur forme du moment qui est assez exceptionnelle. 6 victoires de suite, on le disait tout à l'heure. La nuit dernière, les Lynx ont battu le Fever 90-80, ont validé leur participation aux playoffs. Il n'y avait pas trop de mystère, on savait que ce serait le cas, on savait juste pas quand. Donc les Lynx, c'est clairement l'équipe la plus en forme en WNBA. C'est une équipe qui est un outsider assez clair maintenant. Avec une joueuse, j'ai l'impression de le dire à chaque fois qu'on se fait le brunch ensemble, Gis, mais Nafisa Collier, je sais qu'Aja Wilson fait une saison exceptionnelle, sera probablement élue MVP, mais écarter Nafisa Collier de la discussion me paraît quand même un peu hâtif, tant elle joue à un niveau exceptionnel. Elle a encore mis 31 points cette nuit. Tu me le disais tout à l'heure avant qu'on commence, je sais plus à combien, enfin ses pourcentages récents sont assez dingues. 67% au tir enfin, sur les 3 derniers matchs là, contre Vegas. Et puis, bon, depuis la reprise, elle est à plus de 60% en fait au tir. Voilà, elle est exceptionnelle. Elle porte une équipe qui tourne très très bien aussi. Hein, globalement, tout se passe bien. Et donc, il y avait ce match contre le Fever. Donc, on va commencer par là, par l'aspect sportif collectif.
Est-ce que ton avis sur les Lynx a changé depuis le retour du break olympique? On savait que c'était une équipe qu'on attendait de voir en situation après ce break justement. Est-ce que là maintenant tu les vois encore plus menaçantes alors pour le titre je sais pas, mais au moins pour faire un coup? Ouais, non, mais moi je pensais même elles auraient peut-être du mal à enchaîner après le break parce que Pareil. c'est une équipe, en fait, c'est un effectif qui est profond, mais franchement, du top 5 c'est l'équipe la plus faible Mm. du top 5 en termes d'effectifs. Mais par contre, bah, elles ont tout de suite rembrayé. Ce que j'ai trouvé impressionnant, moi, c'est le switch entre les JO, entre l'attitude de Nafissa Collier, entre les JO, où elle a eu un rôle pratiquement que Mm. défensif, où elle avait très peu de ballons en attaque. Et là, tout de suite, elle a repris son rendement incroyable. Enfin, depuis les JO, mais même devant Elijah Wilson, depuis les JO, c'est la meilleure joueuse de la ligue. Elle a eu 2 oppositions là contre Vegas avec 2 victoires où elle a tourné en 25 points, 13 rebonds, 5 passes, 2 interceptions à 67% au tir, 50% à 3 points, 86% au lancer. Elle a surdominé Elijah Wilson sur les 2 matchs. En plus, elle l'a défendu à Mhm. chaque fois. Puisque elle jouait avec Alana Smith qui défendait plutôt sur Kia Stokes. Non, c'est impressionnant. Et moi, honnêtement, tu vois, avant le break, j'avais la discussion de me dire est-ce que Sabrina pouvait peut-être être Mhm. l'MVP parce qu'il y avait le gros bilan de New York. Est-ce que Elijah Wilson, vu sa saison all-time, parce qu'il faut le dire, mais le classement me semblait trop loin pour qu'elle soit MVP, en tout cas dans ma définition. Mhm. Là, depuis le break, pour moi, c'est clair, en fait. Enfin, moi, en tout cas, si j'avais le vote, je voterais Nafissa Collier actuellement. C'est la joueuse la plus valuable. Tu l'enlèves de son équipe, je ne sais même pas si elle va en playoff. Ouais. Et elle est, mais bah, depuis le break, alors elle a fait une début de saison incroyable, mais depuis le break, elle est inarrêtable. Et là, hier, encore une fois, bon, 31 points, en plus, elle trouve la bagatelle de manquer 5 lancers francs, tu vois. Enfin, ça va faire de 6 sur 11 de lancers, t'imagines, elle aurait pu faire un match à 36 points. Mm. Non, c'est impressionnant, cette équipe tourne bien, c'est bien hiérarchisé, on sait qui joue les ballons. Elles ont fait le trade de Maïcha Salen, là, Mm. qui apporte des bonnes minutes, hein, qui met des points, un peu en sortie de banc, qui apporte aussi un peu de densité physique. Bah, c'est mieux pour elle même plutôt que. Enfin, je trouve aussi que c'est un bon apport là dans un côté, enfin pour le côté énergie, tout ça, bon, ça reste une joueuse intéressante quand même. Donc c'est bien, c'est plutôt un renfort intéressant. Et je suis d'accord avec toi. C'est la meilleure défense de la ligue et pour moi, c'est la deuxième meilleure attaque de la ligue. Donc, au-delà des stats, hein, dans ce qu'elle propose, donc quand tu es dans cet état-là, tu peux te dire quand même que tu es crédible pour aller loin. En plus, elles vont très logiquement éviter New York en demi, comme le Sun, on parlait. Mhm. Je pense qu'elles vont finir deuxième ou troisième, vu qu'il y a un match d'écart entre le Sun et Minnesota. C'est un peu dur de lire, mais de toute façon, les deuxième et troisième se joueront en demi-finale Ouais. si elles se qualifient. Donc, du coup, c'est quand même une voie assez royale d'éviter New York avant la finale. Et je rappelle, cette saison, elles ont battu New York en saison régulière, elles ont battu New York en finale de la Commissioner Cup. Donc, sur une série, c'est un peu différent. Mais attention, je pense que c'est plutôt, tu vois, c'est peut-être pas New York peut-être le plus épouvantail pour elle, Mhm. c'est peut-être plus le Sun. Parce que le Ouais. Sun a des capacités de défense qui peuvent vraiment les embêter, quoi. C'est marrant parce que je pense que le Sun ne peut pas battre New York sur une série, Mhm. mais je pense que Minnesota peut battre New York. Et Par contre, que le Sun peut par battre. contre, le Sun peut battre Minnesota. C'est ça. Donc ça va être intéressant parce que c'est juste dans les termes d'opposition, tu Mhm. vois. C'est pas Mathématique, c'est forcément, pas si c'est A pas bat B. mathématique, Ouais, mais c'est ça. mais c'est dans les qualités des équipes relatives. Je pense que c'est un peu le rapport de force. Donc on verra, mais ça promet une fin de saison. Et franchement, félicitations au Sun, félicitations à Thierry Drive aussi, qui, je ne vois pas comment ne pourrait ne pas avoir le Être coach de trophée l'année. Ouais. de coach de l'année. Je sais que New York est très loin devant, que Sandy Brandello a fait des super Ouais. adaptations, mais à un moment, là, ça me paraît quand même compliqué de ne pas récompenser le push au classement et le push dans le jeu et dans le bilan Bah oui, parce qu'on la mettait pas, des Lynx. on mettait pas. Encore une fois, j'ai oublié ce qu'on avait mis en début de saison, mais les Lynx, on les mettait pas à la deuxième place, clairement, ni à la troisième, je pense.
Donc c'est souvent, souvent le trophée de Pas coach que de nous l'année, d'ailleurs. pas que nous. Pas que nous, Le- hein. Reprenez les Power ouais, Rankings de début de saison de ESPN, qui est à peu près le seul média à faire ça, ouais. avec nous en gros. Mais donc, non, non, c'était plutôt du top 7, top 8, quoi. Et vu que Enfin, 7 ou 8e, quoi. ouais, et vu que le trophée du coach de l'année, assez souvent, c'est quand même une équipe qui a un peu surpris, qui a dépassé les attentes. Mm. Minnesota me semble quand même assez qualifié parce que New York ne surprend pas en étant premier. Le Sun est toujours là aussi à une place où on l'attend généralement. Seattle, pareil. Vegas déçoit. Donc je suis assez d'accord avec cette campagne pour Cheryl Reeve. Ce serait son 4e trophée de meilleur coach Ouais, de l'année. 2011, 2016, 2020. En fait, tous les 4-5 ans, elle en prend un. Donc ouais, ça revient, quoi. voilà, ça revient. Un peu Non, comme là, bon, le titre de champion, ça va faire 7 ans là qu'elle a pas gagné un titre avec Minnesota, mais ça reviendra peut-être aussi un moment. Faut pas exclure ça. Euh, En tout cas, les Lynx, comme tu le disais, très très bel outsider, très belle équipe. Ça faisait quelques années que moi j'étais assez sceptique sur cette équipe. Je me demandais si Cheryl Reeve avait pas un peu perdu la le formule, mojo. voilà, le mojo, tout en étant conscient du niveau de Nafisa Collier. Hein, mais autour, voilà, j'avais des interrogations. Et là, c'est une équipe qui joue très 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 bien au basket déjà. Ça, c'est quand tu regardes l'équipe, moi je prends toujours ça comme référence. C'est-à-dire que moi, quand je regarde un match, j'aime bien comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire savoir à quoi m'attendre avec une équipe et quand il y a une identité, qu'elle soit spectaculaire ou non d'ailleurs. Hein. Les Lynx, je comprends ce qui se passe et ça joue vraiment bien. Donc voilà, on va voir. Pour l'instant, les Lynx sont deuxième et puis, et puis vont espérer créer encore un peu plus la surprise en playoff à la fin de la saison. On parlait d'une joueuse exceptionnelle avec Nafisa Collier, qui est devenue une des meilleures joueuses de la ligue. Je te propose qu'on parle d'une autre joueuse. Alors, exceptionnelle, c'est peut-être un euphémisme bon, au moment de parler d'elle, mais en marge du match contre le Fever, les Lynx ont rendu hommage à Maya Moore en retirant son maillot numéro 23. Donc ça tombait bien, c'était un jour de grosse affluence forcément avec l'avenue du Fever et de Caitlin Clark. Donc elle a eu le droit à une cérémonie après et je trouve que c'est le bon moment pour refaire un petit coup de chapeau, retirer un coup de chapeau à Maya Moore et dire à quel point cette joueuse a été importante et est importante pour la WNBA. Ouais, bah, c'est même au-delà de ça, moi je pense. Bon, après, moi c'est une joueuse que j'adore. Je Ouais. pense que c'est la joueuse que j'ai préféré voir jouer sur un terrain de basket. Mm. Candidate très clairement. Bon, moi je suis pas toujours très fan de ça, mais Ouais. candidate très clairement GOAT. Mm. Ce qui lui manque, c'est des saisons, parce qu'elle a décidé d'arrêter tôt. Bon, on sait pourquoi par rapport à de l'extra sportif. Voilà, des combats qui lui appartiennent et qui ont aussi rythmé toute sa vie, qui ont sans doute même façonné la joueuse qu'elle était Mhm. aussi en dehors du terrain. Non, bah c'est, enfin juste pour vous donner quelques chiffres, c'est 8 saisons dans la ligue, 6 finales, 4 titres, un MVP des finales, un MVP de saison Mhm. régulière. Elle aurait dû même en avoir deux. Il y en a une année où franchement, je crois qu'il le donne, je sais plus, ça doit être, je me demande, c'est pas 2016 où il le donne à Neka où elle aurait dû l'avoir. Ouais. Euh, Bon, voilà, c'est monstrueux, 3 MVP, enfin 3 MVP du All-Star Game, je sais plus, il Et doit tu y sais, avoir tu 7 ou disais, 8, ouais, 7 first team c'est ce que j'allais de te dire. l'équipe sur les 8 En saisons. 8 saisons, elle est 7 fois dans l'un des deux meilleurs 5. Elle fait Voilà. 5 fois dans le meilleur 5 et 2 fois dans le. Donc en 8 saisons, c'est totalement fou. Joueuse qui sait absolument tout faire. Je rappelle que Minnesota n'a pas gagné de titre avant qu'elle arrive, et dès qu'elle Elle n'en a arrive, plus gagné ça a depuis. été voilà, ça a été, et dès qu'elle est partie, Minnesota n'a plus jamais regagné un titre. Moi, je me suis posé plusieurs fois la question cette année parce que je savais que le maillot allait être Mhm. retiré. Mhm. On l'a su depuis un petit moment. Ce que cette équipe pourrait donner actuellement si Maya Moore n'était pas à la retraite, parce que Avec elle n'a 35 ans. que, elle n'a que 35 ans, elle Mhm. pourrait encore très bien jouer. Et imagine la puissance de cette équipe si il y avait un Ouais, duo Maya Moore, Nafisa Collier, ce qui est en plus très compatible dans le jeu. bah oui. Non, c'est superbe carrière. Bon, j'ai regardé une partie de la cérémonie. Moi, je vous cache pas, je me suis un peu endormi devant quand même au bout d'un moment parce qu'il fallait un petit peu dormir pour assurer aussi le brunch ce matin. Mais voilà, c'est assez incroyable. Et maintenant, Minnesota a les 5 maillots retirés de leurs 5 Ça, c'est beau. majeurs des 4 titres. Donc Rebecca Branson, Sylvia Falls, Lindsay Whalen. Seman Augustus, Lindsay Whalen et donc Maya Moore. Ouais, Donc il y a 5 quand même numéros de légende au plafond. c'est beau. Non, c'était top. Et puis la partie de cérémonie que j'ai vue, c'était toujours bien, quoi. Il y avait les discours des anciennes joueuses, Mhm. de ses partenaires. Il y a eu
un gros discours aussi de la représentante de la marque De Jordan, Jordan, ouais. ouais, qui a d'ailleurs offert des beaux équipements à Maya Moore. Il y a eu des petites chaussures Jordan C'est en ça, or c'est pour ça. chacun de Ouais. ses accomplissements, le rookie de l'année, la médaille d'or olympique, etc. Et bon, tu vois, elle était vraiment touchée. Il y a eu une belle veste aussi Ouais. offerte, ça. Et donc, ça a été, c'est l'athlète Jordan la plus récompensée et titrée de hommes et femmes confondus. Donc ça, je l'ai appris hier. Moi, j'avais jamais fait le rapprochement en fait. Bon, je sais pas non plus toutes les athlètes et tout masculins et féminins qui sont sous Jordan, mais j'imagine quand même il y en a quelques-uns même chez les gars, quoi. Bien Donc sûr. c'est pas neutre, quoi. En 8 saisons, c'est quand même incroyable qu'elle ait réussi à faire tout ça, je trouve. Et puis le côté joueuse complète, c'est pour ça que, oui, Ouais. dans les débats pour le GOAT, alors pour la GOAT, je pense pas qu'elle arriverait majoritairement en première position chez les gens, à cause de cette Mais très longévité-là. certainement top 3. Ouais, je pense quand même parce que, Et avec sa faible longévité, ce qui est quand même assez incroyable, quoi. bah ouais. En fait, c'est une joueuse, faut aussi le dire, c'est-à-dire que quand on parle de Diana Taurasi, parce que souvent les gens vont la mettre devant, mais bon, l'aspect défensif n'a jamais été vraiment la préoccupation de Diana Taurasi. Maya Moore a beaucoup impacté en attaque, mais c'est une joueuse qui a été 2 fois dans le deuxième meilleur 5 défensif et qui avait des vraies qualités en défense. Donc au niveau panoplie, elle est clairement dans la catégorie des GOAT, ça c'est assez indiscutable. Et même, je veux dire, elle a fait sa carrière en Europe, elle a gagné 2 fois l'Euroleague, avec Team USA, elle a été MVP d'une Coupe du Elle a Monde. tout gagné, de toute Elle façon. a tout gagné, donc le palmarès est totalement dingue. Et puis l'aspect extra-sportif, on peut évoquer très rapidement parce que les gens, enfin je sais jamais si les gens sont au courant, les gens qui suivent depuis finalement peu de temps, euh, elle a quand Est-ce même. que ça commence à dater Ben, maintenant un c'est petit ça, peu, c'est ce quoi. que je me dis parce que les gens qui suivent récemment savent pas forcément pourquoi elle a arrêté, mais euh, elle a mené une campagne pour faire sortir Jonathan Irons, donc un homme euh, accusé de meurtre et Justement. qui a été emprisonné injustement, en tout cas sans preuve formelle, il y a une vingtaine d'années, et elle l'a fait sortir, elle a mené le combat pour le faire sortir, elle a mis sa carrière entre parenthèses pour ça. Bon, il se trouve qu'elle est tombée amoureuse de lui au cours Ouais. voilà, de cette campagne et que ça a certainement aussi motivé ça. Mais voilà, c'est une belle histoire. Et puis elle s'est pas battue juste pour lui, elle continue de se battre pour la discrimination, contre la discrimination sur les Afro-Américains, notamment en prison. Elle est en chef de file de tous ces projets-là pour essayer de changer les choses aux États-Unis. Et pour elle, c'était pas compatible avec la poursuite de sa carrière. Elle avait besoin de se consacrer à fond là-dedans. Elle est devenue maman entre-temps aussi, ce qui n'empêche pas de jouer, mais qui aussi est un projet qui prend du temps. C'est quelque chose d'important aussi pour elle. Donc ça devait être comme ça. Je suis comme toi, parfois je me dis si elle avait pu continuer, si elle avait pu apporter ça encore à Minnesota, ça aurait été incroyable et puis ça aurait permis à d'autres gens de la découvrir quelle joueuse on a eu la chance de pouvoir voir en action. Mais c'est son histoire, c'est comme ça que ça devait être et c'est admirable en tout point aussi. Donc voilà une légende parmi les légendes, Maya Moore qui a son maillot maintenant retiré par les Lynx. C'est ce qui se passe aussi, tu vois, de fait de gagner beaucoup, hein, tout et très tôt, Ouais. et énormément à plusieurs reprises. Au bout d'un moment, c'est sans doute, tu as envie sans doute de faire autre chose. Mhm. Juste petite dernière chose quand même, Ouais. parce que pour revenir un peu au sportif, donc Maya Moore, dans sa carrière, euh, c'est 563 victoires et 95 défaites seulement. Elle a gagné 85% de ses matchs dans sa carrière, je ne sais pas si on se rend Ouais. compte. Et rien en WNBA, en saison régulière, c'est 200 victoires pour 71 défaites, donc 74%. Et en playoff, c'est 40 victoires pour 16 défaites. Non, mais C'est juste. Il y avait une déclaration de Gino Auriemma, qui donc l'a eu à Yukon, qui disait que. Et j'avais fait un article là-dessus que vous pourrez retrouver sur le site quand elle a annoncé sa retraite mhm. officielle. Et la déclaration était. Bon, je l'ai plus exactement en tête, mais c'était en fait Maya Moore, elle fait le basket, c'est un travail, c'est-à-dire que et sa conscience professionnelle, c'est de gagner tout le temps, c'est-à-dire que c'est pas au programme de perdre. Et elle est dans un mode plus, tu vois, dans une relation au travail, quoi, Mhm. c'est-à-dire de toujours faire bien, toujours gagner, toujours gagner. Il avait, je sais plus exactement comment il l'avait, comment c'était en anglais, mais en gros ça traduisait ça. Ouais. Donc voilà, c'est une gagnante absolue. S'il y avait un mot à retenir d'elle, c'est ça. Parce que, voilà, et une capacité à rentrer des gros tirs, enfin,
regardez les finales 2015 par exemple. J'adore cette finale contre le Fever, contre Ouais, Danica Catchings, là, avec le fameux shoot à 3 points sur Marissa Coleman, là. Assez incroyable ce match, cette série. Et l'avantage, c'est que cette finale, vous pouvez la voir encore sur League Pass, puisque la première saison disponible sur League Pass, c'est la 2015. Donc, vous pouvez voir les matchs de Maya quand même encore en vous abonnant, enfin en ayant l'abonnement au League Pass. Donc c'est quand même intéressant de voir un peu, de se rendre compte un peu de la joueuse que c'est. Et esthétiquement, dans la fluidité athlétique, technique, on n'a toujours pas revu ça en fait, je crois, honnêtement. Ouais, et puis capable de jouer déjà tous les postes, Ouais. de pouvoir porter la balle, de jouer en gros de 1 à 4, hein, Ouais. avec une grosse capacité physique, comme tu disais, C'est une une athlète, défenseuse hors norme. ouais. Elle a pas de titre de défenseuse de l'année simplement parce qu'elle est tombée dans une génération où, comme chez les gars, on le donnait aux grands. Mais si elle était tombée un peu plus tôt, comme à l'époque de Cheryl Soups, qu'on a eu 3, puis bon, elle est tombée à la période aussi de Tamika Catchings, où là c'était compliqué de le donner à quelqu'un d'autre que Tamika Catchings. Mais je pense qu'elle serait tombée dans un basket un peu plus ancien, tu vois, où on le donnait aux extérieurs. Elle en aurait eu plusieurs, hein, parce que défensivement c'était incroyable, quoi. C'est clair. Joueuse incroyable, et on n'a toujours pas revu son équivalent, en tout cas, même en termes de profil de jeu, c'est quand même compliqué de... Il y en a peut-être une qui arrive. Ouais, vas-y. Ah, Juju Watkins. Je pense que la joueuse la plus proche, alors bien sûr on ne sait pas aujourd'hui ce qu'elle va faire, c'est encore un peu tôt, mais en tout cas dans le profil Juju Watkins, il y a du Maya Moore chez elle. Peut-être un peu moins forte défensivement. Plus grande pourtant, pourtant plus grande. Ouais, plus grande, ouais. Mais bon, elle a 18 ans, hein, donc on va attendre quand même un petit peu. Mais bon, là, on a déjà collé 51 dans un match NCA. Je pense qu'elle a ce profil-là, quand même, athlétique, T'as raison. Physique, capable de jouer plusieurs postes de jeu, all-around, grosse scoreuse. Donc, on verra, mais je pense qu'actuellement, c'est la joueuse que j'ai vu le plus se rapprocher de Maya, en tout cas dans les caractéristiques. Ouais, je pense que après, t'as raison, la carrière, ça sera compliqué de faire la même chose. Je lui souhaite rien que la moitié de sa carrière. C'est clair. Puis ça sera déjà énorme. Elle va avoir l'attention médiatique très très tôt aussi. Elle l'a déjà, et puis elle va être hyper attendue déjà dans quelques années au moment de son arrivée en WNBA. Mais t'as raison, et j'avais pas forcément pensé à ça. Elle est un peu plus grande, elle a tous les atouts de toute façon pour faire une carrière exceptionnelle, mais on va pas lui mettre la pression en lui prédisant si tu fais pas comme Maya Moore, ce sera un échec. Mais voilà, t'as raison, c'est une joueuse. Dans le jeu, c'est ce que je trouve qui lui ressemble le plus. Après, bon, c'est compliqué parce que tu sais jamais comment ça va évoluer, etc. Mais bon, donc ça va te permettre ça peut engendrer aussi de la suivre. Bien sûr. Dans la saison qui va bientôt commencer aussi, parce qu'on va vite passer en NCAA. C'est ça. On se frotte les mains, on aime toujours bien. C'est bien, la transition va être cool. En attendant, il y a quand même les playoffs d'abord. La fin de la saison régulière. Évidemment. Prenons notre temps, savourons, parce qu'à chaque fois, le petit trou d'air fait mal après quand il y a un petit break. Mais on va suivre la fin de saison avec beaucoup d'intérêt. Il reste, donc, je le disais tout à l'heure, une dizaine de matchs pour la plupart des équipes. Et puis après, ce sera le moment des playoffs. Bon, d'ici là, on en reparlera le jeudi dans des articles et aussi le dimanche matin dans les brunchs. Continuez de suivre ça. On continue d'être là jusqu'à la rentrée, évidemment. Gis, merci pour ce brunch du dimanche matin. On vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end et une très bonne journée. À très vite. Ouais. Ciao.